Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de vidéos sur les lois générales de l'électricité. Donc ça va permettre de réviser certaines notions pour certains, voire même d'en découvrir pour d'autres. Et donc cette série de vidéos, elle va se décomposer en plusieurs chapitres. Donc le premier chapitre qu'on va aborder, c'est le chapitre numéro 1 sur courant et tension et aussi puissance électrique. Donc ce chapitre, je vais le décomposer en 3 vidéos. Une vidéo qui portera sur le courant électrique, une vidéo sur la tension, et puis on fera encore une vidéo sur la puissance électrique. Et ensuite on fera le chapitre numéro 2 qui portera sur les résistances, je le découperai en plusieurs vidéos également, et on fera un chapitre 3 sur les courants variables, que je découperai aussi certainement en plusieurs vidéos. Donc voilà, ça c'est ce qui va permettre de voir un petit peu les lois générales de base de l'électricité et de l'électronique en particulier. Donc voilà, pour cette vidéo, on va aborder plutôt le courant électrique. Donc ce sera notre grand 1, le courant électrique. Alors qu'est-ce que c'est que le courant électrique? On va essayer de définir ça. Le courant électrique, c'est un déplacement de charge électrique dans la matière. Donc un déplacement de charge électrique, on peut dire que finalement c'est un petit peu comme l'électricité qui se déplace à l'intérieur de la matière. Et pourquoi je dis la matière? Parce que on s'imagine et on a vu notamment au collège que il y a des matériaux qui sont des matières qui sont plutôt isolantes, d'autres qui sont plutôt conducteurs. Et donc parmi les isolants, on peut imaginer par exemple le bois, c'est plutôt un isolant le bois. Et puis parmi les conducteurs, on peut imaginer aussi les métaux. Sachant que même parmi les métaux, il y a des conducteurs qui sont meilleurs que d'autres. Il y a des métaux qui conduisent mieux l'électricité et le courant électrique que d'autres. L'or est un très bon conducteur, le cuivre un très bon conducteur, l'aluminium est un peu moins bon, mais conduit quand même, l'acier est moins bon, mais conduit quand même. Mais en réalité, même sur quelque chose qu'on pourrait considérer comme un isolant, on peut faire passer du courant électrique à travers. Même du bois, même l'isolant, on va dire, le plus qu'on imagine le plus isolant, l'air, on peut faire passer de l'électricité à travers l'air. Si je reviens un petit peu en arrière, sur mon PowerPoint, les éclairs, la manifestation de l'éclair, c'est quand même de l'électricité qui traverse de l'air, donc qui arrive à faire transporter des charges électriques à travers plusieurs centaines de mètres d'air, alors qu'on considère l'air quand même plutôt comme un isolant. Donc en fait, on va s'apercevoir que finalement tout est plus ou moins conducteur d'électricité. Donc à chaque fois c'est un déplacement de charge électrique dans la matière, et ce sera plus ou moins facile de faire passer ces charges électriques à travers la matière, sachant que dans un circuit électrique, on va plutôt faire passer ça dans un métal, et un métal qui conduit plutôt bien. Et donc justement dans les métaux, les porteurs de ces fameuses charges électriques, c'est ce qu'on appelle des électrons. Les électrons, on va dire que c'est la plus petite quantité d'électricité qui est déplaçable au niveau atomique. Si je devais découper l'électricité en petites parties, l'électron ce serait la plus petite partie que je pourrais en théorie mesurer. Et donc l'électron, c'est une charge, et on peut même, on sait maintenant que c'est plutôt une charge négative. Sauf qu'au moment où on commençait à édicter les premiers théorèmes de l'électricité, on savait qu'il se passait quelque chose, mais on n'avait pas la moindre idée de ce qu'était un électron. Et donc justement, ça va nous poser un petit problème au niveau de la représentation du courant électrique. Donc là, je vous ai mis un schéma électrique simplifié, donc avec une source, un générateur si vous voulez, avec une borne plus, une borne moins, un interrupteur, K, et un dipôle. Dans notre cas, c'est une résistance. Dipôle, c'est simplement un composant à deux pattes, peu importe ce que c'est, à partir du moment où il veut bien laisser passer le courant. Et bien, quand on est sur un schéma électrique normal, conventionnel, on va dire que le courant électrique I, il va se déplacer du plus vers le moins du générateur, en admettant que l'interrupteur ici est fermé.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant. On dit que le courant va du plus vers le moins. Sauf que maintenant qu'on sait que les charges électriques dans les métaux sont des électrons et que ces électrons sont des charges négatives, on sait que ces charges négatives sont attirées par la borne plus du générateur. Donc finalement, avec les découvertes qui sont arrivées plus tard, on s'est rendu compte que les électrons se déplaçaient du moins vers le plus. Et donc ça c'est ce qu'on appelle le sens réel de déplacement des électrons. Sauf que, on va respecter les lois qui ont été établies par convention dès le départ, c'est-à-dire qu'on va considérer que le courant électrique va du plus vers le moins. Sauf que, il faut bien être conscient que même si le courant électrique va du plus vers le moins, le sens réel des électrons, il est opposé. Donc les électrons sont des charges négatives, et sont donc attirés par le pôle plus du générateur. Le sens réel des électrons est donc du pôle moins vers le pôle plus du générateur. Du moins vers le plus. Et donc ça circule à l'intérieur du circuit électrique. Sauf que on va considérer dans nos schémas et dans nos calculs que le sens conventionnel, ce sera du pôle plus vers le pôle moins. Donc, et c'est là comme ça qu'on va flécher notre courant électrique. Donc le courant électrique, maintenant qu'on sait un petit peu près ce que c'est, peut-être qu'on peut commencer à essayer de calculer son intensité. Alors l'intensité du courant, quand on dit quelque chose que c'est intense, ça veut dire que ça a une certaine force. L'intensité du courant, finalement, elle va correspondre à la vitesse de circulation de ces fameux électrons à l'intérieur du circuit, et donc ça va être la vitesse de passage du courant dans le circuit. Donc cette vitesse, normalement, elle se calcule avec une formule qui définit la quantité d'électricité par seconde. On va simplifier les choses en disant que l'intensité du courant, c'est la vitesse de passage de l'électricité dans un conducteur. Et donc cette vitesse, elle va s'exprimer en une valeur qui s'appelle l'ampère. Et donc plus j'aurai d'ampères, et plus j'aurai de courant électrique qui va circuler à l'intérieur d'un fil. J'utilise volontairement le mot circuler à travers, ou passer à travers, parce qu'en fait, le courant électrique, on peut imaginer que ça fonctionne un petit peu comme de l'eau. C'est-à-dire que si vous prenez de l'eau à l'intérieur d'un tuyau, cette eau, elle va symboliser le courant électrique qui circule à l'intérieur des fils, et donc l'eau qui passe à travers des tuyaux et de l'électricité qui passe dans des fils, ça fonctionne à peu près pareil. On va voir que plus tard que ce ne sera pas complètement pareil, mais ça fonctionne à peu près pareil. Et donc ça va nous permettre de comprendre les notions. L'intensité du courant, c'est comme l'intensité d'un cours d'eau. L'intensité d'un cours d'eau, ça va être le nombre de mètres cubes par seconde qu'il va être capable de faire passer. Et l'intensité du courant, ça va être le nombre d'ampères qui va passer un instant précis dans un fil électrique. Alors par contre, il faut savoir qu'un ampère, d'un point de vue électronique et informatique, un ampère c'est beaucoup. C'est une grosse quantité d'électricité qui circule. Donc on va plutôt utiliser des sous-multiples. Un ampère c'est gros, on va plutôt utiliser des sous-multiples, c'est-à-dire des valeurs qui sont beaucoup plus petites. La première valeur qu'on utilise c'est le milliampère. Alors milliampère ça s'écrit M minuscule A majuscule pour ampère, et donc c'est un milliampère. Comme un millimètre, c'est un mètre divisé par 1000, un milliampère c'est un ampère divisé par 1000. Et donc pour écrire ça mieux, on va utiliser une convention d'écriture en puissance de 10, et donc quand on est sur un millième, c'est 10 puissance moins 3. Ça veut dire que j'ai déplacé ma virgule de 3 chiffres pour pouvoir obtenir la valeur en milliampères par rapport à la valeur en ampères. Le deuxième sous-multiple, qui est encore plus petit, c'est le microampère. Un microampère, alors attention, micro, c'est la lettre grecque mu. Alors mu, c'est un U minuscule avec la première patte qui est plus longue que la deuxième. Toujours ampère en majuscule. Et là, c'est encore 1000 fois moins. Donc comme le milliampère, c'était déjà 1 millième d'ampère, le microampère, c'est 1 millionième d'ampère. Et donc, ça veut dire que j'ai fait en puissance de 10, un 10 puissance moins 6. J'ai décalé ma virgule de 6 cases. Mais on a encore plus petit,
Donc dans des circuits comme des microprocesseurs par exemple, bah, je peux avoir des courants qui sont encore plus faibles que ça, de l'ordre du nanoampère. Le nanoampère, eh ben, petit n, n minuscule, a majuscule, c'est 10 puissance moins 9 ampères, et donc c'est un milliardième d'ampère. Il y a encore plus petit, le picoampère, etc., mais c'est pas une valeur qu'on va utiliser souvent en électronique ou en informatique. Alors ampère, d'où ça vient? Bah, ça vient d'un monsieur qui s'appelait André-Marie Ampère, qui était un physicien français, et qui vécut de 1775 à 1836. Donc on se rend compte que finalement bah, l'électricité c'est 200 ans d'histoire. Moins de 200 ans d'histoire. Donc voilà, André-Marie Ampère, il a laissé son nom à une valeur qui est très importante dans l'électricité. Donc on verra qu'on aura d'autres physiciens qui auront donné leur nom à des valeurs. On sera amené à les rencontrer le long de ce cours. Alors, je sais comment se compte le courant électrique, l'intensité du courant électrique. Maintenant, je me demande comment je vais représenter ça sur un schéma électrique ou un schéma électronique. Donc en fait, je vais le représenter avec une flèche. Cette flèche va nous indiquer par où passe le courant. Mais attention, cette flèche n'indique pas forcément son sens. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer d'illustrer ça avec un petit exemple. Imaginez un circuit avec un générateur. Donc on prend le sens conventionnel du courant, c'est-à-dire du plus vers le moins. Donc je vais dire que à travers le fil ici, j'ai un courant que je vais appeler I. Et si je respecte le sens conventionnel, ben je vais mettre ma flèche vers la droite, c'est-à-dire du plus vers le moins. Imaginons que ce courant électrique, c'est comme de l'eau à l'intérieur d'un tuyau, il va circuler, et à un moment donné, il va rencontrer un embranchement. Cet embranchement, il va faire en sorte que j'ai une partie du courant électrique qui va partir dans ce fil-là, et une autre partie qui va partir dans ce fil-là. Ça veut dire que la valeur en ampères de I n'existe plus à partir de ce point-là. Imaginons que I vaut 2 ampères, et qui se sépare exactement en deux, et ben je vais avoir le courant que je vais appeler I1 qui vaudra 1 ampère qui va passer dans ce fil-là, et puis je vais avoir un courant que je vais appeler I2 qui vaudra 1 ampère qui va passer dans ce fil-là et qui va aussi descendre. Le problème, c'est que la personne qui a dessiné le schéma a mis I2 à l'envers. Il ne savait pas, il ne se rappelait plus du sens conventionnel, il a dit bon ben voilà, je mets I2 à l'envers. Est-ce que c'est faux? Ben non, c'est pas faux. Par contre, I2, sa valeur ne sera pas de 1 ampère. Vu que la flèche est à l'envers, sa valeur, c'est une valeur algébrique, ça veut dire qu'elle peut prendre des valeurs négatives, et sa valeur sera de moins 1 ampère. Et donc, si je continue mon calcul jusqu'au bout, je me rends compte que j'ai un ampère qui vient là, j'ai un ampère qui vient là, ils vont de nouveau se rejoindre ici, et donc ça va de nouveau me donner 2 ampères qui vont repasser à travers le générateur, etc. etc. Tant que j'y suis, je voudrais vous faire remarquer quelque chose de très important. Dans mon exemple, j'ai dit que j'avais 1 ampère qui passait dans ce fil-là, 1 ampère qui passait dans ce fil-là, et que cet ampère ressortait de l'autre côté du dipôle. Alors dans notre cas, le dipôle, c'est une résistance. C'est très important de comprendre ça. La résistance, elle ne va pas consommer du courant. Si j'ai 1 ampère qui rentre, j'ai forcément 1 ampère qui sort. Elle ne va pas nous prendre du courant ici, parce que imaginons par exemple que ceci est un tuyau, ça veut dire qu'à un moment donné, j'aurai un réservoir ici. Or, une résistance par rapport à l'eau, c'est pas un réservoir. C'est un morceau du tuyau qui est un petit peu pincé, qui va freiner son passage. Mais c'est pas pour ça que je vais avoir un stockage ici. Donc l'ampère, il passe et il traverse. Pareil dans le générateur, je vais pas rajouter des ampères entre la borne moins et la borne plus du générateur. Si j'envoie 2 ampères sur la borne plus, je dois forcément récupérer 2 ampères sur la borne moins. Le courant, tant qu'il n'y a pas un nœud, c'est-à-dire un embranchement, il doit rester constant. Donc j'ai dit que I2, lui, il avait une valeur négative. C'est pour ça que je suis capable de dire que le courant est une grandeur algébrique. Algébrique, ça veut dire que je peux avoir une valeur positive, mais je peux aussi avoir une valeur négative de courant. Ça veut dire qu'il est positif si la flèche est dans le sens conventionnel, et donc qu'il est négatif si la flèche est dans le sens contraire. Donc le sens conventionnel, on a dit, c'est du plus vers le moins. Ok, donc
Je sais maintenant comment on représente le courant sur un schéma, je sais en quelle unité ça se compte. Maintenant, comment je peux faire pour le mesurer dans un circuit réel? Pour ça, on va utiliser un appareil. Et donc l'appareil il s'appelle l'ampèremètre. Donc l'intensité se mesure avec un ampèremètre. Et ce qui est important avec l'ampèremètre, c'est toujours le placer en série dans le circuit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le placer en série, ça veut dire que je vais le mettre au niveau d'un fil. Je vais couper ce fil et je vais intercaler au niveau de ce fil l'ampèremètre. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux absolument canaliser le courant électrique dans l'ampèremètre. Il ne faut pas qu'à un moment donné, j'ai une partie du courant qui passe à côté. Imaginons que je mette mon ampèremètre ici en dérivation sur la résistance. On est bien d'accord que si je l'avais mis en dérivation, c'est-à-dire sur le côté là sur la résistance, j'aurais une partie du courant qui serait passée dans la résistance et une partie dans l'ampèremètre. Donc je n'aurais mesuré qu'une partie, j'aurais pas mesuré la totalité. Si je veux mesurer la totalité de ce qui passe, il faut absolument que je fasse rentrer le courant dans l'ampèremètre en totalité, puis que je le fasse sortir. Vous remarquez que sur mon ampèremètre, donc c'est représenté par un rond avec un A, finalement l'ampèremètre c'est un multimètre en position ampèremètre, c'est ce qu'on verra après, et j'ai dessiné dessus un point. Ce point représente la borne positive de l'ampèremètre. Ça veut dire que si je fais rentrer le courant par la borne positive de l'ampèremètre, il va m'afficher une valeur positive également. Si je mets mon ampèremètre à l'envers, c'est-à-dire avec le point en bas, je vais quand même pouvoir mesurer le courant, sauf que mon ampèremètre va m'afficher une valeur négative. Donc le point représente la borne positive de l'ampèremètre. Je peux le mettre dans les deux sens, sauf que dans un sens, ce sera une valeur positive, et dans l'autre sens, ce sera une valeur négative. Donc sur mon multimètre, c'est-à-dire l'appareil qui peut mesurer plein de choses, il faut absolument que je connecte les deux bornes correctes pour pouvoir utiliser la fonction ampèremètre. On voit que sur la première borne ici, je vais pouvoir mesurer, c'est ce qu'on verra plus tard, des volts, des ohms ou des hertz. Comme c'est la borne commune, c'est toujours la borne utilisée pour faire le moins. C'est pour ça qu'il y a un moins en dessous. Ici c'est un plus, il est rouge, un moins, il est noir. Ici j'ai la borne ampère et ici j'ai la borne 20 ampères. On voit qu'on a le choix entre deux bornes positives pour mesurer un courant en ampères. En fait, ça va dépendre de la valeur du courant que j'ai à mesurer. Si c'est une valeur faible, je le mettrai sur ampères. Si c'est une valeur élevée, je le mettrai sur 20 ampères. Sachant que celui-là, il n'a pas de fusible. Donc, si jamais je dépasse un courant trop élevé, je vais claquer mon multimètre, tandis que celui-là, il est protégé par un fusible de 10 ampères, si j'arrive bien à lire. Et donc, maintenant que je sais comment on le mesure, je sais en quelle unité on compte, etc., avec les sons multiples et tout, je vais essayer de pouvoir faire des calculs là-dessus. Et pour faire des calculs là-dessus, on utilise une loi qui s'appelle la loi des nœuds. La loi des nœuds, en fait, c'est une loi qui est relativement simple à comprendre si on s'imagine que le courant électrique, c'est comme de l'eau dans des tuyaux. En fait, la loi des nœuds, elle dit que quand j'ai un embranchement, tout le courant qui rentre dans cet embranchement doit être égal à tout le courant qui sort de cet embranchement. Tout à l'heure, je vous avais parlé d'un embranchement où il rentrait 2 ampères et puis il sortait 1 ampère plus 1 ampère. Là, la loi des nœuds, elle dit pas autre chose que ça. Elle dit, si je prends tout le courant qui rentre, 2 ampères, ça doit être égal à tout le courant qui sort, 1 plus 1. Voilà ce que dit la loi des nœuds. Donc elle est relativement simple à comprendre, et puis après on peut utiliser une version mathématique de ça pour pouvoir faire des calculs et retrouver des valeurs qu'on ne connaît pas dans un circuit électrique. Définition. Alors, il faut savoir ce que c'est qu'un nœud, hein. Là j'ai parlé d'embranchement au niveau de l'eau, mais un nœud, d'un point de vue électrique, c'est un point de circuit où arrivent plusieurs conducteurs électriques, plusieurs fils, et ces conducteurs doivent être reliés ensemble à ce point-là. Et s'ils sont reliés ensemble à ce point-là, c'est ce qu'on appelle un nœud. Et donc la somme des courants arrivant à un nœud, c'est-à-dire des courants qui sont dirigés vers le nœud, est égale à la somme des courants qui en sortent, c'est-à-dire ceux qui s'éloignent du nœud. On est bien d'accord que faire une somme, mathématiquement, ça veut dire faire une addition, plus, plus, plus. J'additionne tout ce qui rentre, et ça doit être égal à l'addition de tout ce qui sort. Prenons un petit exemple. Imaginons un nœud sur un circuit, alors je n'ai pas dessiné le reste du circuit, mais vu qu'il y a un courant qui vient dans ces conducteurs, ça veut dire qu'il y a
d'autres composants électroniques qui sont quelque part par là. Donc si je prends ce nœud ici, on va imaginer que j'ai un courant I1 qui est dirigé vers le nœud, ça veut dire qu'il entre dans le nœud. Et puis j'ai aussi un autre courant I3 qui lui aussi est dirigé vers le nœud, donc il rentre. Et j'ai deux autres courants, I2 et I4, qui eux s'éloignent du nœud, ça veut dire qu'ils en sortent. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce nœud-là? Eh bien, on peut dire déjà que les courants qui entrent, c'est I1 et I3. On peut dire également que les courants qui sortent, c'est I2 et I4. Mathématiquement, ça veut dire que si j'additionne les deux qui rentrent, ça devrait être égal aux deux qui sortent. Et donc là, je peux écrire une égalité. Une égalité, on peut même dire une équation si on veut. Donc selon la loi des nœuds, je vais avoir cette égalité-là. I1 plus I3 va être égal à I2 plus I4. C'est-à-dire tout ce qui rentre égale tout ce qui sort. Une fois que j'ai écrit ça, après je peux faire un calcul mathématique. Si par exemple, dans cet exemple, je peux connaître 3 courants, et puis avoir une seule inconnue. Là, il suffira simplement de modifier cette formule, cette équation, cette égalité, pour pouvoir calculer l'inconnu. Et donc c'est ce qu'on va faire dans quelques exercices en exemple. Donc ces exercices loi des nœuds, premièrement, on va imaginer un nœud qu'on va appeler A. Et sur ce nœud, j'ai 6 conducteurs qui sont reliés ensemble. Sur ces 6 conducteurs, évidemment j'ai 6 courants électriques différents. Certains s'éloignent du nœud, on peut dire qu'ils en sortent, et puis d'autres s'approchent du nœud, on peut dire qu'ils rentrent. Et donc, sur ces 6 nœuds, je connais déjà, parce que j'ai mesuré ou parce que le constructeur m'a donné, la valeur du courant I1, la valeur du courant I2, I3, I4 et I6. Par contre, je ne connais pas I5 et je vais essayer de la calculer. On remarque autre chose, dans les données de l'exercice, c'est qu'il y a certains courants qui ont été fléchés correctement. Par exemple, le I2, là, il a été fléché, la flèche est dans le bon sens, parce que I2, il est positif. Par contre, I1, il a été mal fléché, il est négatif. Et on va voir que dans la loi des nœuds, ça ne va pas nous déranger du tout qu'il soit négatif. C'est simplement qu'on va avoir dans une addition, à un moment donné, je vais ajouter un chiffre négatif. Autrement dit, je soustrais. C'est ce qu'on va voir. Alors déjà, on va essayer d'écrire la loi des nœuds. Écrire la loi des nœuds, ça veut dire, regarder quels sont les courants qui entrent. Alors, sans regarder les valeurs pour l'instant, ceux qui sont mal ou bien fléchés, on s'en moque. On va regarder simplement au niveau des flèches qui sont dessinées sur le schéma, quelles sont celles qui rentrent. On va les additionner, et ensuite on va dire que ça va être égal à l'addition de toutes les flèches qui sortent. Et donc, si je fais ce petit calcul, I3 rentre, I6 rentre, c'est les deux seuls qui rentrent. Tous les autres, I1, I2, I4 et I5, ils sortent. Donc je les mets de l'autre côté. Donc j'ai une addition de ceux qui rentrent égale une addition de ceux qui sortent. Ensuite, et c'est là où on va faire un peu de mathématiques, on va dire, correctes, bien faites. Si vous étiez un collégien, vous auriez tendance peut-être à remplacer tout de suite les valeurs dans cette formule, et puis ensuite laisser I5, et ensuite se débrouiller pour avoir I5 égale quelque chose, en rassemblant les valeurs. On va faire ça mieux, on va s'habituer tout de suite à faire ce qu'on appelle des expressions littérales mathématiques. On va essayer d'avoir une formule sans chiffres où j'ai I5 égale quelque chose. Et c'est seulement à la fin que je mets les chiffres. C'est ce qu'on appelle faire l'application numérique. Alors, comment on peut faire ça? Il faut se rappeler que quand on passe un élément de l'autre côté du égal, je vais être obligé de changer son signe. Si par exemple je veux mettre I6 de l'autre côté du signe égal, le plus I6 se transformera en moins I6. Alors dans notre cas, qu'est-ce que ça va donner? Alors voilà ce que ça donne. I5, lui, c'est notre inconnu. C'est celui qu'on veut trouver. Donc comme notre inconnu est à droite du égal, je vais être obligé de passer de l'autre côté du égal tous ceux qui sont du même côté que lui, c'est-à-dire I1, I2 et I4. Si j'envoie I1 de l'autre côté, il prendra un moins. Si j'envoie I2 de l'autre côté, il prendra un moins. Et si j'envoie I4 de l'autre côté, il prendra un moins aussi. Sauf que, à la deuxième ligne, j'ai directement réécrit
I5 égale dans le bon sens. Et donc j'ai mis un moins à tous ceux qui étaient à côté de I5 et que j'ai été obligé de changer de côté par rapport au égal pour pouvoir avoir I5 tout seul. Je veux absolument que l'inconnu, celui que je cherche, il soit tout seul de son côté de l'égalité. C'est pour ça que j'envoie de l'autre côté ces 3 là, ils prennent moins. Donc normalement j'aurais dû écrire I3 plus I6 moins I1 moins I2 moins I4. Sauf que là je l'ai mis directement dans le bon sens. I5 égale moins I1 moins I2 moins I4 plus I3 plus I6. Et à partir de là, j'ai mon expression littérale et je peux remplacer par les valeurs. Si je remplace par les valeurs, voilà ce que ça donne. Moins I1, sachant que I1 vaut moins 3. Donc ça veut dire le moins qui vient d'ici, que je retrouve là, et le deuxième moins qui vient de la valeur de I1 qui a été mise à cause de la flèche à l'envers. Donc je vais me retrouver avec 2 moins. Alors 2 moins en mathématiques, ça veut dire faire un plus. Ensuite, moins I2, donc c'est moins 8. Ensuite, moins I4, je vais de nouveau avoir le même problème, moins 5. Ensuite, il me reste plus I3. I3 vaut 4, donc je mets plus 4. Plus I6. Alors, I6 vaut 7, donc je mets 7. Donc là, maintenant, comment je fais le calcul pour arriver à mon résultat? Eh bien, moins 3, finalement, quand je fais 2 fois moins, ça va me faire plus. Donc finalement, je pars de plus 3. Ensuite, je fais plus 3 moins 8. Plus 3 moins 8, ça fait moins 5. Ensuite, moins 5, moins 5. Donc finalement, plus 5, ça me fait moins 5, plus 5. Là, ça me donne 0. 0 plus 4, ça donne 4. Et 4 plus 7, ça donne 11. Donc voilà comment on obtient le résultat de 11 ampères. Deuxième exemple, deuxième exercice. Là, on va compliquer un petit peu l'affaire. On va mettre 2 nœuds sur mon circuit. Et en plus, je vais mettre des sous-multiples, en l'occurrence des milliampères. Alors, en plus, je demande de calculer 2 valeurs différentes. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, en fait, c'est simple. Si j'ai 2 nœuds, ça veut dire que je peux faire 2 fois la loi des nœuds. Je peux faire la loi des nœuds sur le premier nœud. Sur le premier nœud, je connais I1, il est écrit dans l'énoncé. Je connais I2, il est écrit dans l'énoncé. Par contre, je ne connais pas I3. Mais en faisant la loi des nœuds sur ce nœud-là, j'obtiendrai I3 dans un premier temps. Et ensuite seulement, je ferai la loi des nœuds sur le deuxième. Et dans ce cas-là, je connaîtrai I3, je connaîtrai I4 et j'en déduirai I5. Donc je vais le faire en 2 lois des nœuds pour avoir les 2 résultats différents. Donc première loi des nœuds que je vais faire, c'est sur mon premier nœud. Si je regarde mon premier nœud, I1 rentre, I2 sort, et donc par rapport à ce nœud-là, I3 il sort. Attention, il rentrera dans le deuxième, mais par rapport au premier, I3 sort, il s'éloigne du premier. Donc ça veut dire qu'il va être du côté de ceux qui sortent. Donc j'en aurai un qui rentre et 2 qui sortent. Donc je peux écrire mon égalité, I1 égale I3 plus I2. Ensuite, je vais chercher mon inconnu, I3. Donc I3, c'est mon inconnu. Par rapport à la première ligne, I3 il n'est pas tout seul de son côté du égal. À côté de lui, il y a le I2. Et I2, il a un plus devant. Si je veux que I3 soit seul, ça veut dire qu'il faut que j'élimine I2 en le passant de l'autre côté du égal. Si je passe I2 de l'autre côté, le plus qu'il y avait devant lui va se transformer en moins. Donc j'aurai I1 moins I2 de ce côté-là. Je vais tout de suite écrire ça dans le bon sens en disant que I3 sera égal à I1 moins I2. I3 égale I1 moins I2. Ça y est, j'ai fait l'expression littérale, je fais l'application numérique maintenant. Pour faire l'application numérique, je remplace par les valeurs qui sont données dans l'énoncé. I1, sa valeur est de 0,1 ampère. Pour pouvoir faire le calcul, il faut absolument que je mette tout sous la même unité. Donc là, j'ai décidé de tout mettre en ampères. J'aurais pu décider de tout mettre en milliampères, ça aurait marché aussi. Mais là, je vais tout mettre en ampères. Si je mets tout en ampères, I1 il est déjà en ampères, donc je marque 0,1. Par contre, maintenant, si je fais moins I2, j'ai un moins qui vient du calcul, qui était déjà là, présent à la ligne du dessus,
Et j'ai un deuxième moins qui arrive du fait que la valeur de I2 est négative. Sauf que là, c'est moins 20 milliampères. Il va falloir que je convertisse ces milliampères en ampères. Et donc j'ai dit que les milliampères, on avait une virgule qui était décalée de 3 cases. Donc là, quand je suis en milliampères, la virgule, elle est juste après le 0 ici. Si maintenant je veux décaler ça de 3 cases pour l'avoir en ampères, eh bien une case, ça voudrait dire qu'il est juste après le 2. 2 cases, ça veut dire qu'il est juste avant le 2. Et 3 cases, ça veut dire que je rajoute encore un 0. Et donc ça veut dire que je suis à 0,02 ampères. 20 milliampères égale 0,02 ampères. J'aurais très bien pu écrire, et ça aurait été juste et très bien aussi, 20 fois 10 puissance moins 3. Ça aurait été tout à fait juste. Si je fais le calcul, 0,1 moins 0,02, ça me donne, alors moins par contre, hein, donc du coup plus, 0,1 plus 0,02, ça me donne 0,12 ampères. Et 0,12 ampères, je mets directement le résultat en milliampères, ça me donne 120 milliampères. Donc maintenant je sais que j'ai 120 milliampères qui passent dans I3. Je vais pouvoir faire ma deuxième loi des nœuds pour avoir I5. Si je fais la deuxième loi des nœuds pour avoir I5, au deuxième nœud, I3 devient un courant entrant, et donc I4 et I5 sont les deux courants sortants. Tout ce qui rentre égale tout ce qui sort, donc I3 égale I4 plus I5. Mon inconnu dans le deuxième calcul, c'est I5. Donc c'est I5 qui doit être seul. Il faut donc absolument que j'enlève celui qui est avec lui. Celui qui est avec lui, c'est I4. Il n'y a rien écrit devant. Mais quand il n'y a rien écrit devant, c'est comme s'il y avait un plus. Donc quand I4 passera de l'autre côté, il deviendra moins. Et donc j'aurai I3 moins I4. Et c'est pour ça que je l'ai écrit sous cette forme-là en dessous. I5 sera égal à I3 moins I4. Ensuite je remplace par les valeurs. J'ai vu que I3 c'était 120 mA. 120 mA c'est la même chose que 0,12 ampères. Ensuite moins I4. Alors I4 sa valeur si je regarde dans l'énoncé c'est 80 mA. Mais 80 mA, si je remets ça en ampères, c'est 0,08 ampères. Et donc 0,12 moins 0,08 ampères, ça me donne 0,04 ampères. Et 0,04 ampères, c'est la même chose que 40 milliampères. Et voilà, j'ai trouvé les deux valeurs de I3 et de I5. Là, vous allez me dire, j'aurais très bien pu mettre les valeurs en ampères et pas du tout en milliampères. En fait, quand on a des valeurs en ampères avec des 0, on préférera toujours utiliser l'unité, le sous-multiple inférieur pour avoir des chiffres au final qui n'ont pas de virgule. C'est beaucoup plus lisible. Et donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo, et la prochaine fois, on fera une vidéo sur les potentiels et les tensions, et cette fois, on abordera les volts, et la différence qu'il y a entre les volts et les ampères, et c'est ce qu'on a souvent tendance à confondre en électricité. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, et à bientôt.